La TVT au cœur de l'information. Le processus électoral en vue de la présidentielle du 22 février se poursuit. La Cour constitutionnelle se prépare. C'est elle qui connaîtra le contentieux électoral. Ses délégués se forment pour l'observation sur le terrain. À suivre dans un instant. L'ANPGF encourage la création d'entreprises par les jeunes Togolais. L'agence a donné aux entrepreneurs les stratégies pour un plan de succès. À suivre tout à l'heure. Et puis, vous suivrez le grand format de ce journal. Nous ferons le zoom sur l'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD de Elavagnon. Et l'IFAD porte sur l'aquaculture. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les jours passent et l'on s'approche inexorablement du 22 février, jour du scrutin présidentiel de 2020. Et c'est dans exactement 9 jours, la Cour constitutionnelle, institution chargée de connaître le contentieux électoral, affûte ses armes. 400 délégués de la Cour se forment depuis ce matin sur les principes directeurs de l'action du délégué. Augustin Kossi, précision. La Cour constitutionnelle forme ses délégués pour mieux observer le scrutin présidentiel du 22 février. Ils sont venus de la partie méridionale du pays, la région maritime et plateau ouest. Le président de la haute juridiction, Abdou Assouma, va d'abord circonscrire le sujet. Il rappelle les principes directeurs d'un observateur de la Cour. Une bonne connaissance de la Constitution, du code électoral et des documents et accessoires d'un bureau de vote est une garantie pour une observation impartiale et objective d'un délégué. Plus de 400 se prêtent à cet exercice à Lomé et à Kara. La Cour constitutionnelle se donne ainsi des éléments nécessaires pour un règlement efficace d'un éventuel contentieux électoral. Nous voulons que les élections soient loyales, sincères, très transparentes. L'article 104 alinéa 2 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est juge de la régularité des consultations référendaires des élections législatives sénatoriales. Pour éviter ces litiges, il faudrait que nous formions les délégués. Et les délégués sont l'œil et les oreilles de la Cour dans les différents centres de vote, dans les différents bureaux de vote. Et pour nous, des délégués, ce sont des gens sérieux, des gens sur le plan intrinsèque, ce sont des gens bien. Ils sont là pour voir comment se déroulent les élections, le processus électoral, mais ensuite, c'est pour relever les distorsions, les entourloupettes, tout ce qui peut se passer comme irrégularité. Mais c'est lui seul qui note. Tout cela va constituer des dossiers quand, par exemple, il y aura des contestations que nous allons faire sortir pour voir si effectivement cela est conforme à ce que les délégués ou bien les partis politiques ont dit. En dehors de ça, il y a l'article 92 du Code électoral. Voilà des aspects sur lesquels nous allons former les délégués. Les observateurs ici réunis constituent le deuxième groupe. La formation se déroule simultanément avec le premier groupe à Kara. Une fois formés, ils seront déployés sur toute l'étendue du territoire le jour du scrutin. À présent, lecture de ce communiqué de la CENI, communiqué relatif au vote par anticipation et modalité de son dépouillement. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe les parties prenantes au processus électoral que, conformément à l'article 117 du Code électoral, les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mercredi 19 février 2020 dans 246 bureaux de vote relevant de 50 centres de vote à travers le territoire national. Les bureaux de vote s'ouvriront à 7 h et se fermeront à 16 h. Le président de la CENI tient à rappeler aux membres de chaque bureau de vote qu'ils doivent, à l'ouverture du scrutin, observer les mesures suivantes. Présenter l'urne vide aux électeurs et aux délégués des candidats présents. Faire fermer l'urne par le président du bureau de vote qui y appose les scellés sur les 4 côtés de celle-ci.
Faire relever les codes des scellés par le rapporteur qui n'est pas de la même sensibilité que le président du bureau de vote. Transcrire les codes des scellés au procès verbal du bureau de vote. En outre, à la clôture du vote par anticipation, il n'est pas procédé au dépouillement. Les dispositions suivantes doivent être prises par les membres du bureau de vote. Fermer l'ouverture de l'urne permettant d'introduire les bulletins de vote en y apposant un 5e scellé dont le code est également relevé et transcrit sur PV du bureau de vote. Convoyer l'urne et les enveloppes scellées contenant notamment la liste d'émargement au siège de la commission électorale locale indépendante CELI pour être placées en un endroit sécurisé par le président de la CELI. Le jour du scrutin, dans le courant de l'après-midi, avant la fin du vote général, les membres de la CELI ramènent au bureau de vote sous escorte l'urne scellée. Constat en effet par les mêmes membres du bureau de vote qui précédemment avaient relevé les codes des 10 scellés le jour du vote par anticipation. Avant le début du dépouillement du vote général, les scellés de l'urne ayant servi au vote par anticipation sont brisés et son contenu mélangé avec celui de l'urne du vote général. L'ensemble des bulletins sont alors dépouillés et les résultats traités conformément aux dispositions du code électoral. C'est signé le président de la CENI. Le palais des congrès de Lomé abrite depuis ce matin la 2e édition du Forum de la jeunesse pour la paix. Le mouvement des jeunes promoteurs de la paix a voulu en ce moment des élections présidentielles au Togo amener la jeunesse à cultiver justement la paix. Thème choisi, violence option 0, construire un Togo pacifique et prospère. Reportage Marie-Réna Beta, Clarisse Aticlé. Organisations de jeunes, établissements scolaires et universitaires s'engagent en faveur d'une paix durable au Togo. Ils ont tous répondu présents à la 2e édition du Forum de la jeunesse pour la paix. Un rendez-vous d'échange et de sensibilisation initié par le mouvement des jeunes promoteurs de la paix MJPP. Il y aura 3 panels dont 4 ateliers. Ce seront des travaux à faire et ce qui nous importe, c'est les recommandations et les résolutions qui sortiront à la fin de ces travaux qui seront envoyés à nos dirigeants. Nous avons saisi l'occasion pour inviter les jeunes à plus de vigilance, à plus de prudence, également à la tolérance vis-à-vis de leurs pairs jeunes et vis-à-vis aussi des autres acteurs qui environnent le processus électoral. L'événement coïncide avec la campagne de l'élection présidentielle, une initiative destinée à inculquer à la jeunesse des valeurs comme la cohésion sociale, la réconciliation et le vivre ensemble. Il s'agira bien évidemment, au-delà des recommandations qui vont être faites, à l'endroit probablement des décideurs, que l'esprit de la paix, de la solidarité et de l'union s'installe au cœur de la jeunesse, parce que le Togo leur appartient et c'est à eux véritablement de construire la nation. 2 jours durant lesquels la conscience de la jeunesse sera interpellée sur sa responsabilité dans la préservation de la paix. La paix à récolter en semant en abondance la tolérance et l'amour et surtout en proscrivant des comportements, toute forme de violence. Les étudiants en sciences de l'éducation et de la formation ont été entretenus hier sur la décentralisation et la gestion du système éducatif. C'est à travers une conférence débat à l'initiative des responsables de l'Institut national des sciences de l'éducation. L'idée est de mettre les apprenants dans le bain des réalités du système éducatif sur le terrain. Medina Salami. Comme le veut bien le système LMD, l'Institut national des sciences de l'éducation lie la théorie à la pratique. Ici, les étudiants échangent avec les acteurs du monde éducatif pour s'imprégner des réalités du terrain. Ce partage d'expériences est axé sur la décentralisation et gestion du système éducatif.
thème qui a permis de comprendre comment les communes vont gérer à leur niveau l'éducation. Et c'est important pour nous de discuter de ces questions pour que chacun sache désormais ce qui est fait au niveau central et ce qui est fait au niveau communal. Donc à côté des enseignements théoriques que les étudiants reçoivent en administration scolaire, en gestion des systèmes éducatifs, nous avons pensé très utile qu'ils puissent entrer en contact avec ceux qui sont tout le temps sur le terrain en vue de renforcer les acquis théoriques. Une conférence jugée capitale pour ces futurs enseignants et formateurs. Spécialement pour ceux qui sont formés dans la spécialité des sciences de l'éducation et de la formation, qui demain sont appelés à réfléchir sur les questions de la gestion de l'éducation en termes d'équité, en termes de qualité et en termes d'accès. Je pense que ça leur permettra de pouvoir comprendre d'abord les fondements de l'éducation, les objectifs de l'éducation. Cette rencontre d'échange sera désormais régulière avec la collaboration de la coalition togolaise pour l'éducation pour tous. Objectif, former des jeunes formateurs et enseignants compétents et aguerris. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF montre la voie du succès aux chefs d'entreprise. Au deuxième numéro du mercredi de l'entrepreneur de l'année 2020, les débats ont tourné autour de la construction d'un plan de succès. Quels sont les éléments à prendre en compte dans l'élaboration d'un plan de succès? Élément de réponse avec Carmen Madié Akapo. Et avec les acteurs. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI ANPGF donne à ce deuxième numéro du mercredi de l'entrepreneur de 2020 les clés de la construction du plan de succès. Un facteur déterminant dans le développement et la réussite de toute entreprise. Le thème d'aujourd'hui, c'est construire son plan de succès. Et comme par exemple l'a fait notre pays pour le plan national de développement, une entreprise se doit elle aussi d'établir un plan dans lequel elle va se projeter et fixer des objectifs à atteindre. On a pensé que ce n'est pas seulement les facultés que l'entrepreneur a d'innover ou bien les capacités propres à l'entrepreneur qui suffisent seulement pour que l'entreprise puisse se développer. L'entreprise a besoin d'établir un plan de croissance pour construire son développement. Elle doit se dire dans 5 ans où est-ce que je veux que mon entreprise soit et donc travailler avec ce qu'elle a en interne comme ressources et si cela ne suffit pas, rechercher des ressources externes pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour élaborer un plan de succès, les experts recommandent 7 principaux facteurs, notamment l'innovation, la rigueur dans les finances et une vision stratégique de développement. C'est un plan établi sur plusieurs années avec des objectifs clairs qu'on décline chaque année pour pouvoir atteindre à la fin de tout le processus les objectifs qu'on s'était fixés 3 années plus tôt ou 5 années plus tôt. Diriger une entreprise, diriger une structure, ce n'est pas une navigation à vue, ce n'est pas un pilotage à vue. Il s'agit de fixer des objectifs, de travailler pour les atteindre, de se donner les ressources et les moyens pour les atteindre. Et sans cela, on laisse le sort de sa structure, le sort de son entreprise au hasard. Pour ce numéro du mercredi de l'entrepreneur, la vitrine du Made in Togo de l'ANPGF s'est ouverte à la société Aruka Studio qui réalise des films d'animation. Et le troisième numéro de la rencontre d'échange dénommée Mercredi Talk a tenu toutes ses promesses hier. L'audace de créer son entreprise. C'est autour de cette thématique que les jeunes entrepreneurs ont débattu. La rencontre a lieu sous la coupole de l'incubateur de jeunes entrepreneurs Nounia Lab. Yata Ratem. Le gouvernement togolais offre plusieurs opportunités à la jeunesse à travers l'axe 3 du plan national de développement PND. Ici, ces jeunes entrepreneurs, incubés ou non, découvrent les secrets de la création d'une entreprise. Le thème, c'est audace et création d'entreprise. Pour créer une entreprise, il faut avoir du caractère, je l'ai dit. Être chef d'entreprise, ce n'est pas une signature, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est une abnégation, c'est beaucoup de boulot pour arriver là où on veut arriver. Parce que, bon, il y a des concurrents. Quand vous avez une idée, vous n'êtes pas la seule personne qui ait cette idée, vous êtes nombreux à l'avoir. Mais c'est celui qui s'investit
le plus au maximum et s'entourant de conseils et de détermination, ce qui arrive. Il y a 11 000 créations d'entreprises au Togo. Il faut voir combien d'entreprises survivent, combien d'entreprises terminent la 2e année, la 3e année, la 5e année. Voilà. Nous devons créer l'entreprise, mais nous devons nourrir cette entreprise, créer des emplois, créer de la richesse. L'entrepreneuriat a dépassé 16 heures de frémissement. Le déclic est venu des différents mécanismes mis en place pour accompagner la jeunesse entrepreneuriale. L'amélioration du climat des affaires en est une illustration. Nous avons tous les clignotants qui sont ouverts, surtout avec notre programme national de développement 2018-2022. C'est un programme ambitieux mais réaliste qui est en train de créer beaucoup d'emplois et beaucoup d'entreprises. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui sont orientés, tournés, dirigés vers le Togo. C'est une fenêtre de tir. Ils ont 2020-2022 pour réaliser leur rêve de devenir chef d'entreprise. Selon l'incubateur Nuna Lab, créer une entreprise n'est plus une simple quête d'activité génératrice de revenus ou un simple projet de survie. Un message apprécié par ces jeunes entrepreneurs. J'ai trouvé la rencontre très bonne. L'État a mis les mécanismes en place pour la création de nos propres entreprises, de nos propres industries. C'est à nous maintenant de se lever avec un changement de mentalité. Mercredi Talk se tient un mercredi dans le mois. Il permet d'exposer les difficultés des startups en lien avec l'entrepreneuriat. L'IFAD Aquaculture, le premier de la dizaine prévue, se situe dans la localité de Landa à Elavagnon. Ce centre de formation répond à l'esprit de l'AS 2 du Plan national de développement. Il va permettre aux apprenants de se professionnaliser pour créer leurs propres entreprises aquacoles et pallier les besoins en produits halieutiques au Togo. Les atouts de cet outil de développement dans ce grand format que nous proposent Pierre Soussoupo et Karine Olanlo. Pour cette ultime journée du camp du futur dans la région des Savanes, les travaux sont essentiellement consacrés à la présentation des plans d'affaires. Au total, 1650 documents sont évalués avec à la clé une facilité de financement des mécanismes mis en place par le gouvernement. Avec l'accompagnement des institutions financières comme le MIFA, le PNPR, le FAEJ SP, le gouvernement va booster ces idées entrepreneuriales afin que l'agriculture togolaise que nous voulons moderne soit une réalité. Sur 1650 entrepreneurs formés, nous espérons que d'ici un an, environ 1000 entrepreneurs vont émerger et ça va porter l'agriculture de la région des Savanes et partant l'agriculture togolaise à un niveau satisfaisant. Ces documents sont élaborés au cours de 10 jours de formation qui ont porté également sur le montage de projets, la recherche de financement et l'étude de marché. Un accent est mis sur les produits bio, filière dans laquelle le Togo veut consolider sa position pour être une référence sur le plan international. Les produits bio sont une spécificité du Togo. Et si on arrive à transformer ces produits et à les emballer de manière à satisfaire la consommation locale, je crois que l'objectif et la vision du président de la République seraient atteints. C'est l'occasion pour nous de dire merci au gouvernement pour cette initiative que nous souhaitons être répétée. La démarche du gouvernement en initiant ces camps du futur avec l'ambition ferme de faire de l'agriculture togolaise un filon d'or en changeant de paradigme, passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture orientée business est très appréciée ici et déjà des idées foisonnent chez ces producteurs. À partir de cette formation, nous avons l'œil ouvert sur beaucoup de choses que nous comptons entreprendre, comme la transformation des soja en lait, la transformation de mil en farine qui peut servir de la bonne bouillie pour nos enfants. Et nous sommes vraiment très ravis de la formation. Nous allons à notre tour être comme des soldats qui vont aussi combattre la pauvreté
dans nos milieux et aussi être des autonomes, des entrepreneurs prêts à former les autres aussi pour le bien de la société. Le Camp du Futur est un modèle de promotion entrepreneuriale de masse qui a déjà fait ses preuves l'année dernière lors d'une phase pilote qui s'est déroulée à Kpélé. Cette année, il est mis à l'échelle nationale avec l'espoir de faire plus et mieux afin de booster véritablement le secteur agricole au Togo. Vous venez plutôt de suivre le Camp du Futur 2020 des Savanes sur le montage de projets et l'étude de marché dans le domaine entrepreneurial, surtout dans le secteur agricole. Je vous l'annonçais, l'IFAD Aquaculture, le premier de la dizaine prévue, se situe dans la localité de Landa à Elavagnon. Et ce centre de formation répond à l'esprit de l'AS 2 du Plan national de développement. Il va permettre aux apprenants de se professionnaliser pour créer leurs propres entreprises aquacoles et pallier les besoins en produits halieutiques au Togo. Les atouts de cet outil de développement dans ce grand format que nous proposent Pierre Soussoupo et Karine Olanlo. Pour le consommateur togolais et en particulier pour les ménages les plus modestes du pays, le poisson reste la première source de protéines animales. Pour beaucoup, le prix du poisson est toujours relativement abordable comparé à celui de la viande. Il se dégage alors un gap considérable de besoins en poisson. Et cela, selon les spécialistes de la filière, ne peut être comblé par des importations. Un tour au port de pêche de Lomé et la réalité est palpable. Ça arrive des fois qu'on trouve beaucoup, mais aujourd'hui, ce que j'ai voulu acheter, je n'ai pas pu trouver ça. Avant, lorsque j'ai commencé, je trouve un peu, ça m'améliore un peu, mais maintenant, non. Il n'y a pas de choses comme ça, on ne trouve pas. Normalement, ces temps-ci, on trouve un peu de poisson. Mais cette période-ci, vraiment, ça ne va pas. On lance un appel au gouvernement de nous aider pour pouvoir promouvoir la pisciculture. Il faut donc stimuler la production nationale. Le pouvoir public l'a bien compris. Et l'option choisie, la promotion de l'aquaculture et Elavagnon dans la préfecture de l'Est-Mono. À quelques kilomètres après la nationale numéro 1 au niveau de Alemoji, nous apercevons le site de l'IFAD, le tout premier des 10 officiellement annoncés. Vu de face, l'Institut de formation en alternance pour le développement aquaculture se présente tel un livre ouvert et s'impose dans cet environnement. Il s'étend sur une superficie de 68 hectares. C'est la dernière semaine des classes avant les grandes vacances. Les évaluations se sont bien déroulées. Dans le hall de ce bâtiment, le corps enseignant avec le premier responsable de l'Institut. Sans doute, les derniers consignes avant le départ. Ici à l'IFAD, nos programmes sont élaborés à partir des référentiels de formation, des référentiels professionnels du métier. Au départ, nous avons une collaboration, un partenariat avec des aquaculteurs nationaux et de l'extérieur. Donc c'est à travers ces aquaculteurs que nous avons un partenariat, que le référentiel métier est élaboré. Nous avons pu élaborer un référentiel de formation qui permet donc d'appliquer tout ce qui est au niveau du référentiel métier. Et au cours de notre formation, nous associons également les aquaculteurs, les professionnels. Ils viennent donner des cours de mission ou des cours spécifiques. Et en fin de formation, ces aquaculteurs sont également associés pour pouvoir valider la formation qui a été faite. Et pour avoir les compétences requises, la pédagogie développée ici est prioritairement tournée vers l'approche par compétences. Nos formateurs ne viennent pas donner que du savoir à nos apprenants. Chaque formateur identifie au niveau des apprenants les difficultés qu'il a à travers les tests de positionnement dès le début de la rentrée. Donc ces tests de positionnement permettent aux formateurs de saisir, de connaître les manquements au niveau des élèves et de les suivre cas par cas. Finalité, former des jeunes et adultes compétents dans le domaine de l'aquaculture, capables de s'imprégner dans la vie active et de s'adapter aux évolutions. Pour qu'ils vivent en situation réelle leur métier, l'Institut comporte une grande ferme devant permettre aux apprenants d'allier la théorie à la pratique. Nous sommes actuellement devant le bassin artificiel
qui regorge les poissons d'ornement, les cap-coins notamment, qui ont une longévité exceptionnelle et ils peuvent faire 30 ans de vie et avoir une taille de plus d'1 mètre. Voilà. Donc nous l'avons ici juste pour montrer les apprenants qu'à part le poisson qu'on élève pour la consommation humaine, il y a également les poissons d'ornement qui ont une valeur beaucoup plus élevée en termes d'élevation et de marchands, sur la taille marchande aussi. Au niveau de la zone tilapia ici, nous avons les géniteurs que vous voyez ici. Actuellement, ils sont stressés parce que là, ils n'ont pas souvent cette affluence. Et c'est d'eux que nous extrayons les œufs et que nous mettons dans les bacs d'incubation. De ces bacs d'incubation, les œufs sont tournés et les larves sortent pour descendre dans ces bacs. Une fois les larves dans les bacs, nous les récupérons et nous les mettons dans les bacs de pré-alevinage que vous avez ici. Des étangs et de bassins de plus de 4 hectares pour un bon développement du poisson. Nous sommes ici devant les bassins de stockage de géniteurs et à la différence des géniteurs Clarias qui sont manipulés au laboratoire, les géniteurs tilapia sont manipulés plutôt en bassin, séparés en mâles et femelles. Et lorsque nous voulons opérer, nous prenons un ratio de mâles et de femelles qu'on met dans un appât spécifique pour récolter les œufs. Et nous sommes ici au niveau de la chambre froide négative. Elle est à moins 28 degrés. Donc après le traitement des poissons au niveau de l'autre salle, les poissons, on les garde au niveau de la chambre froide positive à 2 degrés. Donc de là maintenant, on envoie les poissons maintenant pour être surgelés. Donc c'est ici on va stocker nos poissons. Après tout, nous allons les mettre dans les cartons et d'ici maintenant, nous allons les livrer aux acheteurs. Une véritable entreprise-école d'où sortiront en l'espace de 3 ans des bacheliers professionnels en aquaculture. Et pour leur permettre de devenir responsables d'une entreprise aquacole, ils développent ici des aptitudes nécessaires. Cela se passe dans un écosystème alliant humain et technologie. Ici, tout est fait à base du numérique. Les apprenants sont en salle avec des ordinateurs et des tablettes. Le formateur aussi est là avec son ordinateur. On a un vidéoprojecteur interactif qui nous permet de manipuler tout ce que nous avons à faire. Donc on n'a plus besoin de venir prendre la crédit. On fait tout, on projette et les apprenants ensemble, nous animons les séances. Et les 2 modules que nous faisons aident les apprenants, surtout par exemple le premier module qui parle du pilotage, doit amener les apprenants à pouvoir d'abord s'enquérir de ce qu'on entend par entreprise aquacole, comment leur entreprise, leur ferme va fonctionner. Et si la ferme fonctionne, ça leur donne toutes les compétences nécessaires en allant dans la ferme et en vivant la réalité de la ferme. Et eux-mêmes doivent pouvoir élaborer leur projet. Ici, le module est assis à la fin avec un projet que l'apprenant doit essayer d'élaborer, qui vient présenter en situation devant un jury pour pouvoir être dans sa vie pratique. C'est un campus numérisé avec des infrastructures réseau Wi-Fi et connexion à haut débit. Un bouquet de services numériques pour la pédagogie, la vie scolaire, les échanges et communications. C'est un campus complet pour permettre aux jeunes Togolais de participer à la vie de la nation. Un internat pour les apprenants, des logements pour les enseignants, un restaurant, des aires de jeu. À la fin de son cursus, l'apprenant devra prouver ses compétences sur le terrain, monter un business plan, rechercher, traiter et analyser l'information, organiser et gérer sa ferme, s'adapter et être autonome.
La page des sports à présent avec Jean Kofi Eledi, notre ami des jeudis. Bonsoir Jean. Bonsoir. La 3e édition du concours Graines du Togo est à sa phase régionale direction d'Apan. Et le week-end dernier, Kara et les Savanes ont accueilli les équipes techniques de détection de jeunes talents. Intéressons-nous aux Savanes où 280 jeunes footballeurs issus des 7 préfectures de la dite région sont venus tenter leur chance. C'est sur le terrain de jeu du séminaire des aînés à Dapan, comme l'a constaté Chazna Baga. Ils sont 280 jeunes filles et garçons issus des 7 préfectures de la région des Savanes à s'inscrire pour cette phase régionale de la 3e édition de détection de talents Graines du Togo. Le test en lui-même est constitué de 4 épreuves. La course navette pour éprouver la vivacité et le physique des candidats, la jonglerie avec ballon et le slalom ou parcours pour évaluer leur technique. Le fond de jeu de chaque jeune est aussi apprécié et noté. L'idée ici est de constituer un vivier de talent. C'est d'abord recenser les jeunes footballeurs à travers tout le pays. Ça limite le fait que les enfants, après un âge donné, commencent par changer les actes de naissance, parce qu'il arrive souvent dans le football togolais, les gens, à partir d'une étape, essaient de diminuer leur âge pour jouer en catégorie inférieure. Les enfants étant tous fichés, on pourra savoir si celui-ci a passé à Graines du Togo, voilà l'âge qu'il a, ceci. Ça permet aussi de savoir quels sont les talents qu'on a dans la région et on essaie de les suivre. Pour bénéficier de ce suivi, il faut d'abord passer avec succès les différents exercices. Seuls les meilleurs avec un très bon niveau sont retenus pour la phase nationale, avec à la clé la chance d'intégrer l'élite nationale de football dans ces différentes catégories. Rien que pour l'année passée, après la phase nationale, on a pu aligner 13 jeunes filles dans l'équipe nationale U20. 2 sont arrivées dans l'équipe A, sans participer aux compétitions officielles de la fédération. Au niveau des jeunes garçons, on a 5 U16 qui ont été retenus dans l'équipe U17. Nous arrivons à la phase nationale à former une équipe nationale PPN Graines du Togo. Donc on a 3 équipes, une équipe féminine et 2 équipes masculines. L'année passée, l'équipe féminine a joué contre le Centre Swallows de Lomé. Par contre, les 2 équipes de garçons, on a pu faire 2 matchs à Lomé et 2 au centre de Wafa au Ghana, où nos enfants se sont mesurés vraiment au talent de la zone, pour avoir une idée du niveau de nos enfants. L'âge des candidats est compris entre 15 et 18 ans pour les filles, puis entre 13 et 16 ans pour les garçons. Les Graines du Togo est une initiative du sélectionneur des éperviers Claude Leroy qui veut constituer une pépinière pour l'équipe nationale. Et puis, Jean, ce week-end se dispute la 9e journée du championnat national de football de 2e division. Effectivement, Edem, notons que pour cette 9e journée dans la zone sud, le leader Entente 2 reçoit Tambo FC à Lomé, tandis que dans la zone nord, l'AS Bina qui tient les rênes rend visite à Fouada à Dapon. Le calendrier complet de cette 9e journée D2 avec Afrem Johnson. Une semaine après son succès, 1-0, le premier à domicile cette saison devant le leader Entente 2. Une semaine après son succès, 1-0, le premier à domicile cette saison devant le leader Entente 2, l'association sportive de la forêt sacrée de Baie, Asfosa, passe un autre test grandeur nature ce week-end. L'obstacle, cette fois, n'est autre que l'étoile filante. Même si le Shooting Star connaît des moments difficiles depuis peu, les Bleus du quartier commercial pourront compter avec le soutien de leurs supporters au stade Oscar Anthony de Beniglato pour retrouver le chemin de la victoire. Toutefois, les étoilistes ont intérêt à prendre en compte dans leurs équations le climat de confiance qui règne actuellement au sein de la famille Orange d'Ablogrammé. Asfosa rejoindrait en effet son adversaire de ce dimanche en nombre de points à condition de lui damer le pion sur ses bases. L'étoile filante est prévenue. À quelques kilomètres de là, le leader Entente de Lomé est à l'épreuve de Tambo FC. La victoire semble la seule option salvatrice pour la locomotive jaune et bleue de Kodjo Akopé-Nyekonakwe, freinée dans son élan la journée précédente. Surtout que le dauphin Arabia, positionné à 1 point derrière,
n'attend que l'occasion idoine pour s'emparer du fauteuil. Mais tout en priant pour que l'entente ne concède un faux pas, Arabia devra s'appliquer à venir à bout du 3e protocole de l'avier dans le choc de la journée. Toujours dans la zone sud, la 9e journée de la D2 met la lanterne rouge à Gaza aux prises avec le 8e espoir de Zio. Kotor de Moritan était à Guanivé pour croiser la Jeunesse Club. Dans la zone septentrionale, l'AS Bina, pour maintenir sa position de premier, devra dompter les Lions de Thône, Fouadan à Dapaon. Fouadan, un 8e inconstant certes, mais à prendre au sérieux. Le 3e Doumbé de Mango, à la faveur des pronostics face à CDF Aknour de Bafilo. Attention tout de même à la fougue des jeunes académiciens de la Soli qui pourraient faire mal. Les autres matchs de cette 9e journée dans le Nord sont Agoua, Foupa, Akusuntu, Bundia US Agmandia Ketaou, puis Kakad Bikinti du côté de Bassar. La D1 qui est à son 16e chapitre est quant à elle ajournée ce week-end et se dispute le 19 février prochain. Et pour finir, une messe anniversaire sera dite en mémoire de Feu et Alfred Kolani ce samedi. Oui, Edem, 11 février 2019, 11 février 2020. Cela fait un an que Alfred Kolani, ex-chef de la division des sports de la TVT, a été rappelé à Dieu. Ce samedi 15 février, à partir de 5h45, une messe sera dite à sa mémoire à l'église catholique paroisse Marie-Mère du Rédempteur d'Adido Gomé. Et nous sommes tous conviés à cette messe. Voilà, merci beaucoup Jean. Merci Edem. Voilà, et vous suivrez tout à l'heure à 20h45 précisément le journal de la campagne avec Esther Laclé et à 21h le duo Gerson Dovo et Gaëtan Padiba vont débattre avec le candidat Wolu du PSR. Et fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo.